Écoute sur RTCI. Avec aujourd'hui June Garza, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, tout d'abord. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi. Et c'est la presse italienne qui vous met à l'honneur ces derniers jours et nous aimerions justement en savoir plus parce que en ce moment vous êtes médiateur culturel, vous êtes consultant en marketing digital, nous allons en parler tout à l'heure, et en même temps vous animez un peu la place sur les différentes plateformes. La Repubblica, c'est vrai que c'était un peu un fruit du hasard. D'abord, comment est-ce que la Repubblica m'a contacté? Alors c'était déjà un coup du hasard. On était, vous savez, il y a un photographe italien qui est passé à la pâtisserie, qui m'a contacté avant. Il a dit qu'il a voulu faire des photos portraits. Au départ, j'ai pas très bien compris pourquoi. Et puis il m'a dit qu'il est envoyé par l'ambassade d'Italie. D'accord? Donc on a accepté évidemment l'offre. Et donc ils sont venus, ils ont pris des photos de mon père, de moi, un peu de l'écosystème, de l'espace de la pâtisserie. D'accord? Qui est aussi un espace vintage, il faut le dire, il faut le mettre en avant. Par la suite, on a été exposé au musée de Bardo. Voilà, parce qu'à un moment donné, à Bardo, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y avait une exposition de, si vous voulez, d'entreprises italiennes au musée de Bardo durant, je pense, courant mois juillet. D'accord? Et durant cette exposition, j'ai rencontré un journaliste italien qui s'appelle Monsieur Leonardo Maltinelli. Et c'est lui qui m'a reconnu, qui m'a dit, je vous vois généralement dans les réseaux sociaux, sur Facebook, tout ça. Donc il m'a dit, écoutez, moi, je vous suis un peu et j'aimerais bien découvrir votre pâtisserie. Est-ce qu'il y aurait-il possibilité de passer un de ces jours à la pâtisserie pour pouvoir faire, on va dire, un article sur la Repubblica? Voilà. C'est un peu comme ça que ça s'est produit. Et comment j'ai eu aussi, si vous voulez, j'ai eu la presse en papier. Alors ça, c'est une anecdote aussi à raconter, c'est que j'étais dans un tournage d'un film tunisien il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai rencontré un certain monsieur qui s'appelle Donatello. C'est un Italien qui habite à Hammamet, qui est représentant des Italiens à Hammamet, je pense. Et il est parti en Italie dans un café. Et dans ce café, apparemment, vous avez des journaux de la Repubblica. Et lui, il était en train de feuilleter le journal de la Repubblica, il est en train de regarder petit à petit. Et là, il tombe sur moi. Ému, il a demandé au chef du café, enfin, plutôt au propriétaire du café, est-ce qu'il peut emprunter ce journal parce qu'il connaît cette personne en question. Du coup, en arrivant en Tunisie, il m'appelle par surprise. Il m'a dit, June, je t'ai trouvé dans un journal en Italie, sur la Repubblica, et j'ai pris le journal, je souhaite te le donner. Donc, en fin de compte, j'ai pu, on va dire, regarder cette version digitale, évidemment, de la Repubblica, mais j'ai en plus pu avoir la version papier si vous voulez, de cette presse italienne. Franchement, c'était quelque chose d'assez émouvant. Déjà, j'ai connu M. Leonardo Mantinelli, qui est un très bon journaliste, et franchement, d'ailleurs, je vais le revoir après, il me semble. Et non, c'était vraiment quelque chose d'assez surprenant, d'assez étonnant. Et moi, ce que j'adore, c'est le hasard. C'est-à-dire que toutes les choses qui se produisent aujourd'hui, c'est dû au fruit du hasard. Et ce fruit du hasard est créé par des opportunités. D'accord? Donc, peut-être que j'ai créé cette opportunité d'une façon ou d'une autre. D'accord? Mais le fruit du hasard a fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai été sur la Repubblica. Et j'ai pas mal de collègues aussi italiens qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'on t'a vu sur la Repubblica. Donc, j'ai été vraiment assez fasciné, assez content de cette belle anecdote. Un hasard qui produit des interactions, et ces interactions, vous passez maître dans leur gestion, vous enseignez le marketing d'influence. C'est une nouvelle discipline. Ok, ouais, j'enseigne plusieurs matières. Donc, parmi les matières, il y a aussi le marketing d'influence. Vous savez, le marketing digital est composé de différents secteurs, on va dire, de différents points importants. Et le marketing d'influence est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Donc, si vous voulez, cette ampleur a commencé à prendre depuis, on peut dire, l'arrivée de la Covid-19. D'accord? Avec la Covid-19, si vous voulez, on a beaucoup digitalisé, qu'on le veuille ou non, l'écosystème plutôt l'écosystème et le monde entier a été plutôt digitalisé. Donc, en quelque sorte, ils ont fait face aussi au marketing d'influence. Vous savez, en France, moi qui ai vécu en France et qui a fait mes études en France, pendant cette période de Covid, les entreprises essayaient de faire connaître leur marque via le digital. Voilà. Donc, il y a eu une expansion, si vous voulez, du marketing digital. Et comment ils voulaient faire connaître ces marques? Bien évidemment, vous avez le référencement, tout ça, SEO, SIA, mais bon. Il y a aussi ce qu'on appelle le marketing d'influence. Donc, le marketing d'influence consiste, on va dire, à, si vous voulez, contacter des influenceurs dans un domaine spécifique, d'accord? L'orienter vers une marque, voilà, qui produit un bien ou un service. Et si vous voulez, la cohésion des deux va permettre, on va dire, d'augmenter la visibilité de l'entreprise qui offre un bien ou un service. Voilà. Donc ça, c'est en gros, en quelques mots, c'est le marketing d'influence. Bien évidemment, vous ne pouvez pas, bien sûr, choisir, si vous voulez, un influenceur spécialisé dans l'automobile avec un restaurant ou avec un restaurant de sushi ou peu importe une marque de vêtements. Ce n'est pas très crédible. Donc déjà, le choix, si vous voulez, le choix de l'influenceur doit être fait, évidemment, par l'intermédiaire qui est la boîte de communication. Voilà. Donc, si vous voulez, la boîte de communication, si vous voulez, profite, on va dire, du fait qu'une entreprise veut avoir une visibilité pour lui proposer un influenceur pour pouvoir, on va dire, augmenter la visibilité de ce produit ou de cette entreprise. Voilà. Bref, on ne va pas attarder là-dessus, mais le marketing d'influence, en quelques mots, c'est
la cohésion entre deux parties prenantes, qui est l'influenceur et l'entreprise, avec un but en commun qui est d'améliorer la visibilité de l'entreprise. Très bien, John Garza, essayons d'en savoir plus sur votre parcours. Après des études secondaires en Tunisie, vous êtes allé en France, puis retour à Tunis. Bien sûr, alors moi, bon, pour être tout à fait honnête, j'étais à PMF, moi j'ai fait mon bac scientifique à PMF, après je suis parti à Nice. J'ai commencé par faire, alors si vous voulez, j'ai fait STAPS, c'est ce qu'on appelle la faculté de sport, parce qu'au début je pensais être un sportif de haut niveau, étant donné que j'étais à l'équipe nationale de tennis pendant 2 ans en Tunisie, voilà, donc j'étais troisième national. Je pensais pouvoir, on va dire, exceller à l'étranger. Malheureusement, je n'avais pas peut-être le niveau, peut-être le corps de cristal que j'avais ne m'a pas permis de continuer un peu ma petite carrière de tennisman. C'était un petit rêve de gosse. Du coup, après, je me suis orienté vers l'économie. Donc, j'ai fait une licence en économie-gestion à Nice Sophia Antipolis. Par la suite, j'ai continué avec un master en innovation et management international à Nice. J'ai fait deux petites années d'expérience à Nice. Par la suite, je suis rentré en Tunisie. Et pourquoi je suis rentré en Tunisie? Parce qu'on a une pâtisserie italienne familiale qui s'appelle Garza. Je pense que vous la connaissez. D'accord. Et puis c'est là-bas, donc je continue, on va dire, un peu reprendre les responsabilités de 4 générations antérieures. Vous savez, une pâtisserie familiale qui date de 1936 est toujours dure à léguer. Donc si vous voulez, je suis venu aussi pour essayer de la reprendre, pour connaître un peu plus l'écosystème, parce que ce n'est pas un écosystème qu'on peut connaître en 1 an, en 2 ans, c'est à long terme. D'accord. Donc je suis venu pour ça aussi, pour faire face aux défis, parce que vous savez, une pâtisserie ou peu importe quel secteur d'activité, nous faisons face à des défis. Voilà, donc j'ai pu connaître les challenges, j'ai pu connaître qu'est-ce qui est mieux pour la pâtisserie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qui nous manque. Parce que vous savez, on vit dans un monde qui est très rapide, donc il faut toujours être à jour, si vous voulez, des nouvelles les innovations, des nouveaux aspects digitaux. Donc je suis rentré, et puis j'ai fait ça, et puis actuellement je suis en plein dedans, et on essaie, on va dire, de faire face, on va dire, à cette expansion de nouvelles technologies. Voilà. Même que ça vous paraît ou non, la pâtisserie est souvent affiliée à la technologie, qui est aussi le marketing digital. Si vous voulez, avec le marketing digital, aujourd'hui, on a pu avoir de nouveaux prospects, on a pu avoir de nouveaux clients, une cliente qui est plutôt rajeunissante, parce que vous savez, une cliente vieillissante, elle est un peu partout. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de préparer la nouvelle génération à connaître nos délices et notre pâtisserie. Voilà. Et ça, c'est à partir de quoi? Du marketing digital et aussi, pourquoi pas, du marketing d'influence. Alors, vous, John Garza, vous êtes né et vous avez grandi entre 3 cultures différentes, pour ne pas dire 4, parce qu'il y a aussi la culture française. J'aimais 304. Entre Sicile, Tunisie et Japon. Et d'ailleurs, dans des vidéos qui font le tour des plateformes, vous enseignez le japonais aux Tunisiens avec votre maman. Alors oui, c'est vrai que je fais différents types de vidéos. Je fais des vidéos qui parlent un peu de la culture tunisienne, de la culture japonaise. Parfois même, ça m'arrive de la culture italienne, d'accord. Mais c'est vrai que nous faisons, enfin, ma mère et moi faisons pas mal de vidéos qui parlent un peu de la langue japonaise. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand j'étais petit, les Tunisiens, qu'on le veuille ou non, parce que je pense que ce n'est pas qu'en Tunisie, même en Europe, les gens ne faisaient pas beaucoup la différence entre un Coréen, un Chinois et un Japonais, d'accord. Avec le temps, on a pu savoir quelque chose, c'est que le Japon a construit ce qu'on appelle leur soft power. C'est quoi le soft power? C'est la culture japonaise. C'est-à-dire que le soft power est composé de la culture japonaise, des temples japonais, de la gastronomie japonaise et aussi des mangas et des animés. D'accord. Donc, et le soft power coréen, c'est plutôt la K-pop et puis tout ce qui est cosmétique. D'accord. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, dans le monde entier, et en Tunisie en particulier aussi, nous savons faire la différence entre un japonais et un coréen par le biais du soft power de chaque pays. D'accord. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a donné envie, vous savez, quand je suis dans la rue, que les gens me disent qu'on adore le Japon, qu'on adore les animés, qu'on adore la culture japonaise, qu'on aimerait bien partir au Japon. Beaucoup de Tunisiens ne sont pas d'ailleurs au courant que, si vous voulez, les Tunisiens peuvent partir au Japon sans visa. Ça, c'est quelque chose que je tiens à dire et répéter parce que beaucoup de Tunisiens ne sont pas au courant quand je fais des conférences. Beaucoup de Tunisiens me demandent comment je peux partir au Japon. Mais vous êtes Tunisien. Et les Tunisiens peuvent partir au Japon sans visa. D'accord. Alors, dans cet exemple précis, justement, du Japon et de l'apprentissage de la langue japonaise, vous prenez la pédagogie par le rire. C'est vrai. Parce que vous savez, quand vous voulez apprendre une langue, la pédagogie, quand on est petit, on peut apprendre une langue très facilement. Mais quand on grandit, ça devient de plus en plus compliqué. Mais comment apprendre, on va dire, une langue plus facilement? Je pense que le caractère pédagogique on va commencer partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, je pense que ce n'est pas tout le monde qui a la patience pour apprendre une langue de cette façon. Moi, ma façon, je pense, pour apprendre une langue, c'est la façon drôle. Voilà. Il suffit, enfin pas il suffit, bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais si vous voulez apprendre une langue de façon assez drôle est plus facile et plus fun que d'apprendre une langue d'une façon pas très drôle. D'accord. Certainement, ça prendra peut-être un peu plus de temps, d'accord, mais ça sera tout autant efficace. Et le plus important aujourd'hui quand on veut apprendre une langue, c'est quoi?
c'est l'aspect rire, c'est l'aspect persévérance et c'est l'aspect motivation. Si vous faites rire lorsque vous apprenez une langue, la personne va être automatiquement motivée parce qu'elle ne va pas sentir que c'est vraiment une pression, elle va plutôt sentir ça comme du rire et comme du fun et comme un passe-temps pour apprendre une nouvelle langue. Ouais. Parce que c'est l'envie, c'est toujours l'envie et la motivation. D'accord. C'est d'ailleurs, vous savez, la pédagogie pour apprendre une langue, ce n'est pas uniquement orienté dans la langue, mais c'est dans tous les secteurs d'activité. Par exemple, pour la pâtisserie, vous savez, nous avons une équipe qui est assez drôle. Voilà, il y a comme un sentiment d'appartenance, c'est comme une famille. Et c'est pour ça que, si vous voulez, les matins, généralement, les collaborateurs qui travaillent avec nous sont assez motivés parce que cette cohésion familiale. D'accord. Cette cohésion familiale va faire que ça va permettre, on va dire, de faire des gâteaux et d'être plus motivé de faire des gâteaux à travers des gens qui sont plutôt drôles, sympathiques et, on va dire, agréables avec qui travailler. C'est tout aussi pareil pour les langues. Tout à fait. Alors, trois cultures différentes, mais qui sont quasiment différentes hein, entre la Sicile, la Tunisie, le Japon. Comment est-ce qu'on fait pour évoluer, pour s'inscrire dans les trois, parce que vous y êtes? Ah, ça, c'est une très bonne question. Vous savez, même moi, j'ai eu du mal à grandir avec ces trois cultures. Parce que c'est quand même trois cultures complètement différentes. Il faut s'adapter aux cultures 1, culture 2, culture 3. Mais après, c'est un atout. C'est un atout parce que vous avez, entre autres, une ouverture d'esprit. D'accord. Donc, grandir, déjà, vous savez, ma mère est japonaise et mon père est italien. Et qu'on a vécu en Tunisie. Une japonaise qui vit en Tunisie, c'est quand même, c'est comparer la lune et le soleil. C'est complètement, si vous voulez, c'est complètement opposé en termes de culture entre le Japon et la Tunisie. Mais on va dire que la chance que j'ai eue de grandir dans ces trois cultures a fait que j'ai eu une ouverture d'esprit, que j'ai pu, on va dire, m'adapter dans différents pays. Vous savez, quand je suis parti en France, beaucoup de gens, qu'on le veuille ou non, ont du mal à s'adapter on va dire, aux étrangers. Moi, quand je suis parti en France, j'ai vraiment pas eu du mal. Et forcément, le fait d'avoir grandi dans trois cultures différentes m'a aidé, on va dire, à m'adapter beaucoup plus facilement à une culture différente ou un pays différent. Voilà. Donc, c'est cet aspect-là qui est assez important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, beaucoup de gens aussi veulent apprendre. Vous savez, les réseaux sociaux, d'ailleurs, ça permet aussi une ouverture d'esprit. Parce que grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez vous immerger vers d'autres pays, qu'on veuille ou non. Vous pouvez voir comment ressemblent d'autres pays, vous pouvez savoir quelles sont les mentalités des autres pays. Donc en gros, même si le réseau social est devenu aujourd'hui quelque chose que certaines personnes disent que c'est néfaste pour le cerveau, tout ça, mais d'un autre côté, ça nous permet d'être, on va dire, à jour à l'ouverture d'esprit, à jour sur. On peut découvrir des nouveaux pays à travers les réseaux sociaux. C'est ce qui est fascinant quand même. Et votre audience dans les réseaux sociaux vous perçoit comme tunisien, comme fondamentalement tunisien, et d'ailleurs vous êtes pleinement tunisien. Alors mon audience me considère plus comme une shakshuka. C'est un bordel. Donc ça dépend. Il y en a qui me considèrent comme un japonais, comme un italien, comme un tunisien. Mais c'est vrai que quand je vois les commentaires de certains tunisiens qui me disent que nous on te considère comme un tunisien, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et vous savez, si j'ai démarré à faire ce genre de vidéos, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que vous, les Tunisiens, vous m'avez donné envie de faire ce genre de vidéos. C'est grâce à vous, votre chaleur humaine. C'est grâce à, si vous voulez, quand on est étranger, on a toujours du mal à s'intégrer à une culture. Et vous, vous m'avez aidé à m'intégrer à cette culture. Donc c'est grâce à ça aussi que c'est l'amour envers la Tunisie que je porte est actuellement ici. C'est pour ça aussi que j'ai commencé à faire ce genre de vidéos. J'en suis sûr et certain que si jamais les Tunisiens n'étaient pas autant chaleureux avec moi, je n'aurais peut-être pas fait ce genre de vidéo. Mais c'est grâce à eux, c'est grâce aux Tunisiens que j'ai rencontrés, et c'est grâce à cette génération, on va dire, qui aime, on va dire, faire passer la Tunisie avant tout, qui, on va dire, m'a permis d'avoir envie de continuer à faire ce genre de vidéo. Il y a aussi votre capacité à évoluer dans la langue arabe et dans la culture environnante. Bon, vous savez, la langue arabe, je ne sais pas si je parle très bien ou pas, je préfère être modeste, mais j'ai connu des gens qui ont vécu en Tunisie beaucoup moins que moi et qui ont mieux appris l'arabe que moi. Je ne sais pas, ça dépend des gens. Mais si vous voulez, j'ai appris l'arabe, moi, j'ai été obligé d'apprendre l'arabe dans deux circonstances. De un, la rue. À la rue, on est obligé d'apprendre l'arabe. On est obligé d'apprendre cette culture parce que vous savez, nous, généralement, les Japonais, lorsqu'on part dans un autre pays, la première chose qu'on veut faire, c'est apprendre la culture du pays. Et quand on veut dire apprendre la culture du pays, c'est avant tout la langue du pays, l'histoire du pays, et si vous voulez, qu'est-ce qui a transcendé des siècles dans ce pays. Donc nous, les Japonais, généralement, on essaie d'apprendre la culture. Moi, c'est vrai que je suis né en Tunisie, mais l'ambition d'apprendre la culture était déjà présente depuis petit. Donc apprendre l'arabe, vous savez, qui est une langue très différente du japonais aussi. Donc j'ai appris le tunisien grâce, on va dire, à mes collègues, grâce à la rue et grâce au tennis aussi. Parce qu'au tennis, si vous voulez, moi j'ai fait le tour de la Tunisie grâce au tennis. Alors vous étiez champion de tennis. Bon, champion, je ne sais pas, mais j'étais 3e national. Voilà. Je faisais partie de l'équipe nationale de la Tunisie. Ce qui m'a permis de connaître mieux la Tunisie. Parce que vous savez, quand vous faites des tournois, vous êtes obligé de faire le tour de la Tunisie. Donc j'ai fait Nabeul, j'ai fait Kelibia, j'ai fait Gabès, j'ai fait Bizerte, j'ai un peu fait le tour de la Tunisie. Et ça m'a permis aussi
de connaître mieux la Tunisie à travers le tennis. C'est ça ce qui est beau dans l'histoire. Et de connaître les différents Tunisiens dans différentes villes. Parce que vous savez, chaque ville a son charme. Et chaque ville a son peuple. D'accord. C'est que le Bizertin ne va pas forcément ressembler au Gabessien. Voilà, et vice-versa. Donc j'ai pu connaître différentes personnes, différentes belles cultures et différentes belles chaleurs humaines qui est tout dans un pays, la Tunisie. Voilà, parlons un peu, nous avons évoqué le Japon, nous avons évoqué la Tunisie, parlons un peu de Sicile, de Ida, de Giovanni, de Luigi, de cette lignée familiale dont vous êtes issu. Vous me faites rappeler des souvenirs. Ida et Giovanni, Ida, c'était ma grand-mère, Giovanni, mon grand-père. Vous savez, j'ai pas eu de la chance, comme vous, de les connaître face à face, avec, on va dire, un mental un peu plus élevé. Vous l'avez quand vous les avez connus, et je vous en veux peut-être un peu. Je suis peut-être un peu jaloux. Mais Giovanni était perçu comme quelqu'un de très persévérant, d'une personne qui ne lâche rien, d'une personne qui se donne à fond pour son travail. Et je pense que cet aspect-là, il a réussi à la transmettre à mon père, qui est apparemment la photocopie de Giovanni, d'après ce que les gens disent. Madame Ida était très perçue comme une personne très aimable, très aimante, très empathique aussi, si vous voulez. Pour la petite anecdote, il y avait la femme de M. Bourguiba, Habib Bourguiba, qui est venue à la pâtisserie, qui venait pratiquement tous les dimanches pour une seule et unique raison, si vous voulez, les gâteaux. C'est vrai, mais pour communiquer avec Madame Ida, parce que ils étaient très proches. Je ne sais pas si c'était meilleurs amis ou pas, mais c'était de très 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 bons amis. Donc vraiment, cette pâtisserie a traversé des générations. Cette génération a été traversée par mon grand-père et ma grand-mère, M. Giovanni et Madame Ida, qui est aujourd'hui en train de passer par mon père, qui est pote. Mon père, vous savez, c'est une personne qui a quand même traversé les années 90 aux années 2000, quand même, mine de rien. Pardon, les années 1900 aux années 2000, qui a pu, on va dire, voir cette confrontation de générations, qui a pu s'adapter aussi à deux générations complètement différentes, qui a toujours fait de son mieux. Et aujourd'hui, moi, je tiens beaucoup à la pâtisserie, c'est surtout en voyant mon père comment il s'est donné cœur et âme pour maintenir cette pâtisserie. Ça me donne aussi envie de me donner cœur et âme pour maintenir cette pâtisserie. Et je l'espère aussi que mes futurs enfants le feront de même. Mais vous continuez également, John Garza, à plonger dans tout ce qui est culture, dans tout ce qui est réseau également, dans ce qui est la modernité d'aujourd'hui. Et vous êtes résolument, franchement, totalement moderne et contemporain. Vous savez, je ne sais pas si on peut qualifier ça de moderne et contemporain, le fait d'utiliser des réseaux sociaux, mais on va dire qu'on s'adapte, on va dire, à l'évolution du monde, à l'évolution des outils, à l'évolution des outils numériques. Parce que vous savez, le monde, il est très rapide. Il est très rapide et nous devons être à jour de cette rapidité. Parce que si on perd le fil, on va perdre aussi, si on a une entreprise, on va commencer à perdre en chiffre d'affaires. On va commencer à perdre en crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, si vous voulez, il y a plein de nouvelles, par exemple, pâtisseries qui ouvrent, qui ne sont pas connues, mais grâce aux outils numériques digitales, ils arrivent à faire ce que des pâtisseries n'ont pas réussi à faire en 10 ans. Voilà, donc ils ont réussi à avoir une clientèle, ils ont réussi à avoir après des prospects, ils ont réussi à avoir des clients fidèles pour une seule et unique raison, grâce aux aspects digitaux. Parce que vous savez, une pâtisserie qui a été fondée il y a 10 ans, une nouvelle pâtisserie, il y a déjà un écart énorme en termes de fidélité, en termes de clients, en termes de chiffre d'affaires, en termes de nouveautés. D'accord. Donc, si vous voulez, ils ont utilisé cette modernité pour pouvoir mettre en avant leur pâtisserie. Mais cela vaut pour toutes les entreprises, dans tous les domaines. C'est exactement ça, bien sûr, c'est exactement ça. Et c'est pour toutes les pâtisseries. Mais vous savez, ce n'est pas uniquement les pâtisseries, c'est tous les secteurs d'activité. C'est dans tous les secteurs d'activité, maintenant c'est devenu une arme pour pouvoir, on va dire, se différencier par rapport, on va dire, aux entreprises concurrentes. Le marketing digital, c'est comme ça. Alors, l'image dans le marketing digital est plus importante que le texte, c'est ce qu'on dit. Alors là, moi je ne suis pas très d'accord. Vous savez, l'image du marketing digital, c'est vrai, certes, le marketing digital est très important pour, on va dire, augmenter la visibilité d'une entreprise qui n'est actuellement peut-être pas très visible. Mais au-delà du marketing digital, si vous faites de la publicité à l'aide du marketing digital pour une entreprise qui a, on va dire, un bien ou un service qui n'est pas vraiment optimal, les personnes qui découvriront, on va dire, votre entreprise ne vont pas revenir une deuxième fois. D'accord. Parce que pour moi, le plus important avant le marketing digital, c'est évidemment le label, le produit et le service. Si vous avez un bien ou un service qui est à la hauteur, c'est ça qui va attirer les gens. D'accord. Mais pour faire connaître que votre bien ou service est à la hauteur, ils ont utilisé des outils qui sont le marketing digital. Et donc, ça va attirer des prospects qui vont découvrir ça. Et une fois qu'ils découvrent ça, il y aura ce qu'on appelle le bouche à oreille, le marketing traditionnel qui est pour moi tout autant important. Et le bouche à oreille fera qu'il va, on va dire, permettre de lier un point A à un point B, un point C à un point D pour attirer de nouveaux clients. D'accord. Et le bouche à oreille, la clientèle au bouche à oreille, est très important et peut-être autant efficace que la clientèle au marketing digital. Parce que les gens regardent au marketing digital,
mais est-ce qu'ils se déplacent pour venir prendre le produit? Pas forcément. Mais le bouche à oreille, ça donne plus envie de se déplacer. Si vous voulez, c'est une image de marque dans les deux cas. Et quel est votre regard sur la jeunesse d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle est connectée? Est-ce qu'elle peut passer à travers les réseaux? Est-ce que les réseaux sont devenus incontournables? Je pense que c'est une question assez rhétorique quand même, parce que vous savez, la génération d'aujourd'hui, tout comme moi, on est automatiquement connecté à cette procédure numérique. On est connecté aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand on n'a rien à faire, je pense que la plupart d'entre nous regardent les réseaux sociaux. Et c'est devenu, on va dire, un monde ultra connecté. Mais je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, ça veut dire que nous, actuellement, à notre temps libre, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les réseaux sociaux. À l'époque, il fut une époque où on regardait des films, des séries et tout ça, à la télévision avec les parents. Aujourd'hui, on regarde les réseaux sociaux. Et je ne sais pas si forcément c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu une priorité pour chacune d'entre nous, c'est sûr. Mais pour votre génération, on parle de plus en plus d'un déficit en culture générale. Est-ce que vous le percevez? Un déficit en culture générale. Alors, ça, je ne sais pas vous répondre, parce que vous savez, les réseaux sociaux, c'est vrai que vous avez beaucoup d'informations qui circulent, mais il y a beaucoup de fake informations qui circulent, attention. Peut-être que c'est ça ce que vous voulez dire en culture générale. Mais je pense qu'on en apprend plus de vraies informations que de fausses informations. D'accord? Donc, je pense évidemment que les réseaux sociaux ont permis, on va dire, d'augmenter bien évidemment la culture générale de certains d'entre nous, mais parce que la plupart des gens qui regardent les réseaux sociaux, je pense, sont conscients des fake news ou des vraies news. D'accord? Mais évidemment que, si vous voulez, les réseaux sociaux, c'est comme une plateforme qui permet de nous immerger aussi dans d'autres pays. Voilà. Donc ça veut dire que par exemple aujourd'hui vous regardez une vidéo sur les réseaux sociaux qui va vous apprendre beaucoup sur, on va dire, sur l'aspect d'un pays. Aujourd'hui, si on n'avait pas vu cette vidéo, peut-être qu'on ne saurait pas que le Japon et la Tunisie étaient ralliés depuis très longtemps et que nous avons, on va dire, une relation diplomatique très importante. Grâce aux réseaux sociaux, ils le savent. Tout à fait. Vous avez connu le Japon très jeune et d'ailleurs, vous préférez Kyoto à Tokyo, par exemple. Ouais, exactement. Pourquoi Kyoto à Tokyo? Tout simplement pour une seule et unique raison. Kyoto, c'est pour moi le cœur du Japon. Même si ce n'est pas la capitale, c'est on va dire, c'est l'interconnexion entre l'ancien Japon et le Japon actuel. Kyoto, c'est pas Tokyo. Kyoto, c'est, on va dire, c'est des temples, c'est la culture, c'est l'ancienne civilisation japonaise. C'est ce qui attire aujourd'hui le plus les touristes. Vous savez, les touristes peuvent être attirés par la modernité, comme Tokyo, mais les touristes qui viennent au Japon parce qu'ils aiment la culture japonaise sont plutôt attirés par Kyoto pour, on va dire, pas la modernité, mais pour ce qui s'est passé dans les siècles antérieurs. Quand vous voyez les temples là-bas, quand vous voyez la culture, quand vous voyez les rues, les ruelles, c'est quelque chose de quand même très, très intéressant à regarder. Et d'ailleurs, beaucoup d'amis partent au Japon, et me demandent, Jun, où est-ce que tu me conseilles d'y aller? La première chose qui m'arrive en tête, c'est quoi? C'est Kyoto. Pourquoi Kyoto? Tout simplement pour une seule et unique raison que c'est à la fois l'ancien Japon et le Japon d'aujourd'hui. C'est pour ça que Kyoto est pour moi l'âme du Japon. Tokyo, c'est aussi, si vous voulez, l'âme du Japon parce que c'est la capitale, mais si vous voulez creuser plus en profondeur dans un pays, plus en profondeur en termes de culture, et que vous voulez plus apprendre l'histoire du Japon, c'est Kyoto sans aucun doute. Et en Tunisie, qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Qu'est-ce qui vous a attiré le plus? Qu'est-ce qui vous accroche? Alors, il n'y a pas une seule chose qui m'accroche. On va dire, c'est plusieurs choses qui font que ça coctélise quelque chose. Mais qu'est-ce qui m'attire vraiment en Tunisie? C'est vraiment une bonne question. Alors, c'est surtout, on va dire, vous savez, l'une des premières choses auxquelles je me suis intéressé, c'est l'histoire. L'histoire de la Tunisie. Ma mère adore parler de l'histoire de la Tunisie. Et donc, si vous voulez, j'ai grandi avec cet aspect historique. Ma mère parlait beaucoup d'histoire. Donc, je me suis, on va dire, si vous voulez, je me suis un peu introduit à la Tunisie grâce à l'histoire de la Tunisie. D'accord? C'est depuis que j'étais petit, ma mère adorait ça, du coup, elle me racontait que ça. Par la suite, il y a aussi, si vous voulez, l'ambiance tunisienne. Vous savez, l'ambiance tunisienne, vous ne la trouvez pas partout. C'est une ambiance qui est unique, je pense. Et si vous me le confirmez. Mais quand vous partez en France, vous allez trouver une différence entre Tunisie et la France. Même si certains disent que la Tunisie, il y a une ambiance qui est peut-être pas autant moderne que la Tunisie, mais c'est ça qui fait le charme d'un pays. C'est cette ambiance. C'est quand vous partez dans chaque, on va dire, ville en Tunisie, vous trouvez une ambiance unique dans chaque ville, le charme unique dans chaque ville. C'est ça qui va permettre, on va dire, de vous accrocher d'un pays. D'accord? C'est pas simplement en étant à Tunis que vous allez aimer Tunis. C'est en faisant le tour de la Tunisie, dans chaque endroit où vous visitez, dans chaque ville que vous visitez, c'est un charme qui naît et c'est un charme que vous découvrez. D'accord? Vous avez aussi ça, vous avez aussi le temps. Vous savez, la Tunisie, c'est comme mon père le dit toujours, c'est l'un des pays
pour lui, c'est le pays le plus riche. Alors, on ne parle pas d'économie, on ne parle pas de social, mais on parle de richesse naturelle. Quand vous venez en Tunisie, vous avez tout. Vous avez les montagnes, vous avez les plages, vous avez la température ambiante, vous avez le soleil, vous avez tout. Et c'est ça qui fait que la Tunisie aujourd'hui est un pays, je pense, qui devient de plus en plus coté, d'accord. C'est grâce, on va dire, à cette richesse et cette ressource naturelle. Pour terminer cet entretien, John Garza, une dernière question. Vous êtes conférencier. Quelles sont les audiences, quels sont les auditoires qui vous écoutent et quels sont les sujets que vous traitez? Alors vous savez, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Voilà, c'est pas uniquement une catégorie de personnes. J'ai fait des conférences devant des personnes qui ont plus de 50 ans. J'ai fait des conférences devant des personnes qui ont plus de qui ont vers les vingtaines d'années, des gens qui ont moins de 18 ans. Donc ça dépend vraiment de quel type de conférence on va parler, de quelle chose on va parler. D'accord. Mais si l'on parle, on va dire, de choses plus ou moins innovation technologique et digitale, bien évidemment, c'est plutôt vers les gens qui ont vers 20, 25, voire 50 ans. D'accord. Si nous parlons de l'ouverture d'esprit, si nous parlons d'autres choses, si vous voulez, d'orientation, tout ça, je pense que ça sera pour les plus jeunes. Voilà. Merci, merci. Donc, John Garza, vous êtes médiateur culturel, vous êtes consultant en marketing digital, vous enseignez entre autres le marketing d'influence. Vous avez grandi entre trois cultures et aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de la lignée familiale, vous êtes venu nous parler de vos projets, de votre travail. Et c'est un plaisir de partager avec vous cette demi-heure sur les ondes de RTCI. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, monsieur Redem. Et j'espère vous revoir très bientôt. Merci, à très bientôt. Donc, je rappelle à nos auditeurs que nous étions en compagnie de John Garza. Dans quelques instants, nous allons retrouver sur les ondes de RTCI la chronique Les Aventuriers de Issam Marzouki avec aujourd'hui Baba Rouge en vedette. Mais en attendant, voici de la bonne musique signée Marianne Faithfull et Metallica. À bientôt sur RTCI.